les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent, qui tournent, qui tournent. Alors, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire en Estrie, et j'ai nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95,1. Alors, je vous salue, bonjour tous et toutes. Vous aurez peut-être reconnu ou peut-être pas, je vous en voudrais pas outre mesure, je vous le promets. Au micro, Étienne-Alexis Boucher, directeur général des organismes de la Société nationale de l'Estrie et Droit collectif Québec qui produisent pour vous cette émission de radio qui a pour objectif d'alimenter finalement le débat démocratique. Hein. Vous savez, au Québec, on a souvent eu tendance à laisser aux partis politiques le soin de réfléchir aux défis auxquels fait face la nation québécoise. On s'est souvent reposé sur ces extraordinaires véhicules de représentation de la ferveur populaire que représentent les partis politiques pour nous organiser. Or, la démocratie représentative a de grandes qualités, mais n'a pas que des qualités. Et autrement dit, la démocratie, bien qu'elle soit représentative, elle ne doit pas se vivre une seule journée aux 4 ans, c'est-à-dire lors de l'élection et peut-être les jours précédents là, qui permettent à l'électeur et l'électrice de se faire une tête sur le parti qui est le mieux positionné pour présider aux destinées de la nation à ce moment-là, mais doit plutôt se vivre au jour le jour et à travers un forum tel que cette radio-là, on pense bien humblement contribuer à cette réflexion citoyenne qui doit vivre 365 jours, année après année, et qui alimente donc les décideurs et les décideuses qui, pour nous, prennent ces décisions tant à tous les paliers, d'ailleurs, local, municipal, régional, national, voire international, avec le Parlement du Canada. Alors voilà, évidemment, l'ONU. Aujourd'hui, en ce lundi 29 janvier 2025, je vais me permettre quand même 2 choses. Souhaiter un très joyeux anniversaire à mon frère, Thierry Boucher, qui est un peu mon frère jumeau. Là. Thierry et moi, on a 5 semaines de différence. Et non, je vais me dévoiler le punch. Nous ne sommes pas jumeaux biologiques, bien évidemment. Ma mère ne s'est pas retenue durant 5 semaines avant d'accoucher de mon frère, mais j'ai le bonheur de voir Thierry être arrivé dans nos vies à l'âge que j'avais 18 mois. Et l'autre anniversaire que j'aimerais souligner, c'est l'anniversaire d'un collègue, François Côté, qui est l'avocat général de Droit collectif Québec et avec qui j'ai le bonheur de collaborer à tous les jours ou presque. Je le laisse savoir ces fins de semaine, je vous le promets. Ceci mis de côté, quant au 29 janvier, aujourd'hui à cette émission, on aura le bonheur de discuter avec Monsieur Richard Bergevin, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, notamment affiliés à la CSQ. Richard Bergevin, qui est originaire de la région, occupe désormais la présidence de ce syndicat national. On aura le bonheur de le joindre après la pause. Pourquoi? Pour discuter de la Semaine québécoise des enseignantes et des enseignants qui, cette année, se déroule du 2 au 8 février. En fait, c'est une semaine qui a pour objectif finalement un peu de lever notre chapeau à celles et ceux qui honorent ce métier exigeant. C'est une profession qui tient une place évidemment de première importance dans nos sociétés et qui est un peu en lien avec la proclamation de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants par l'UNESCO qui se tient normalement le 5 octobre et qui rend hommage au corps enseignant du monde entier, ainsi qu'aux personnes qui se consacrent à la recherche et à l'éducation. Alors, nos semaines sont en février, la semaine de l'enseignant, la journée mondiale des enseignants est en octobre. Et pourquoi cette journée-là se tient le 5 octobre? C'est qu'elle commémore la signature d'une recommandation de l'UNESCO
concernant la condition du personnel enseignant en 1966, une recommandation qui fixait les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignantes et des enseignants, ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Alors, c'est un peu là, le point de départ de cette émission, au cours de laquelle on aura le bonheur à nouveau là, d'interviewer M. Richard Bergevin. Mais juste avant de joindre M. Bergevin durant la pause musicale, nous entendrons bien sûr une chanson. Et bon, vous l'avez peut-être remarqué, hein, de moins en moins, je mets en valeur un seul ou une seule et même artiste au cours d'une émission, mais tant tranquillement, pas vite, là, à vous présenter des chansons qui sont directement en lien avec la thématique de l'émission. Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, la thématique, c'est l'école, et on va aller tout de suite en chanson avec une chanson des Sœurs Boulay, intitulée Sac d'école. Alors, on se retrouve tout de suite de l'autre côté de cette courte pause musicale. Je viens de finir ma dernière boîte. J'ai jeté des mouchoirs trempes dedans. Tu le sais que j'ai fait ça toute croche. Je deviens pire avec le temps. Mes parents trouvent que j'ai pas de bon sens. J'essaye de pas péter ma coche. J'taperais le monde entier d'un dent. Mais j'suis peureuse pis maladroite. Finalement, je l'ai revue encore. Même si cette histoire ne me ressemble pas. Elle avait déjà fait son temps. Les feux de Bengale durent pas longtemps. J'ai plus d'amour, pis plus de maison. J'check les apparts de la rue Masson. J'ai mis ma vie dans un sac d'école, mais j'ai pas appris ma leçon. Je sais que tu penses que je suis folle. Il m'aimera jamais autant que toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis faite comme ça. T'avais raison, il m'a fait pleurer. Je lui ai dit que je partais prendre l'air en Gaspésie ou aux États, pour être loin de lui, puis loin de toi. Le prochain qui va me toucher va être le plus beau de la terre. Mais fais-toi-en pas avec ça. J'pogne pas pantoute de ces temps-là. J'ai plus d'amour, pis plus de maison. J'check les apparts de la rue Masson. J'ai mis ma vie dans un sac d'école, mais j'ai pas appris ma leçon. Je le sais que tu penses que je suis folle. Personne va m'aimer autant que toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis faite comme ça. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous sommes de retour en onde. Et là, il y a eu, comment dire, un petit glitch. Là, je suis absolument désolé. Alors que j'étais en onde avec, ou plutôt au téléphone avec notre invité, et je lui expliquais un peu là les grandes lignes là, de ce qui allait se passer. En fait, je l'ai rapidement, je l'ai pas du tout présenté. J'ai nommé son nom. Notre invité, Richard Bergevin, est un enseignant des sciences au secondaire depuis 1992, alors qu'il fut détenteur, il est toujours d'ailleurs détenteur de baccalauréat en physique et d'un certificat en enseignement de l'Université de Sherbrooke. Il a été administrateur à l'Association des professeurs de sciences du Québec et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en didactique
des sciences. Cumulant 12 ans à la présidence du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, il est membre notamment du comité exécutif de la Fédération des syndicats de l'enseignement-CSQ, qui est la centrale des syndicats du Québec. Depuis 2022, il en assume la présidence depuis juillet 2024. Et évidemment, je le félicite grandement. Et juste avant de lui prêter la parole, rapidement, je vais présenter l'organisme là, qu'il préside, c'est-à-dire que dans le fond, la FSE-CSQ représente près de 95 000 enseignantes et enseignants œuvrant dans tous les domaines, d'où les secteurs d'enseignement de l'éducation préscolaire à l'éducation des adultes, en passant par la formation professionnelle, et ce, partout au Québec. Ce syndicat, par ses actions et ses représentations, vise à mettre en lumière la réalité, ou plutôt cette fédération de syndicats, elle vise à mettre en lumière la réalité des enseignantes et enseignants et à améliorer leur quotidien, notamment en allégeant leurs tâches pour y arriver. Elle consulte régulièrement sur différents enjeux et agit concrètement sur leurs préoccupations. Elle défend leurs intérêts et trouve des solutions pour alléger leur quotidien. Et finalement, elle les informe de leurs droits, pouvoirs et responsabilités afin qu'elles soient maîtres de leur profession. Monsieur Bergevin, bonjour. Bonjour, Monsieur Boucher. Oh, je vous entends pas. Attendez, je me suis fait... bonjour? Est-ce que vous êtes là, Monsieur Bergevin? Oh, iPod. Boucher. Et là, si vous parlez? Oui, 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous êtes en nom? T'entends de la polyvalence, c'est le kick de toutes les étudiantes. C'est vrai qu'il était beau bonhomme pis qu'il y avait un petit côté bob. C'était l'idole de ses amis, il était toujours bien entouré. Il faisait rire toute la galerie quand il était sous dans les parties. Hey, regardez, je te dis! La nature y avait tout donné, pareil qu'il était bien à manger. Il y avait 2-3 blondes en même temps, pour lui c'était même pas fatigant. C'était le meilleur dans tous les sports, au football il était pas mal fort. Pis c'était tout un joueur de hockey, même qu'on pensait qu'il serait repêché. Le premier choix du national, allez, mais comme il aimait pas étudier, il a tout lâché pour travailler à shop. Il faisait bien de l'argent assez pour flasher un bout de temps. Un jour, il s'est fait estropier et tombé sur la CSST. Le pauvre ne pouvait pas savoir que la fille venait d'y régler son sort. Aujourd'hui, le gars a 4 enfants, se fait vivre par le gouvernement. Le cul de sa blonde a quadruplé depuis le jour où il l'a marié. Quand on le rencontre dans la rue avec sa bonne femme en legging, on n'en revient pas de ce qui est devenu dire qu'à polyvalente, c'était le king. Bon, on a fait une petite pause musicale impromptue. Je suis absolument désolé. Là, c'est le bonheur d'être un homme orchestre, ou plutôt animateur orchestre. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Monsieur Bergevin, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Why like this? Est-ce que ça fonctionne? Et là, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bon, malheureusement, on a un problème. Donc, écoutez, je vais aller à une autre pause musicale et je vous reviens immédiatement. Je suis absolument désolé pour la petite problématique. Je vous reviens immédiatement. Avec leur veste à 3 boutons, les petits messieurs sont fanfarons. Habillés pour ne pas céder, rien ne trahit leurs émotions. Sauf le petit pli qu'ils ont acquis à l'entrejambe du pantalon. Sont tous des chefs ou même patrons, du moins savent qu'ils le deviendront. Ah, la, 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 la. S'ils arrivent à
rester assis sans jamais froisser leur habit. Ah là là, ah là là, là 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 là. J'avais oublié ces garçons de la petite école des trois boutons. Ah là là, là là là. Le cœur serré, le poing fermé, la culotte un peu déchirée. J'avais oublié ces garçons de la petite école des trois boutons. Oh, oh. Qu'on ne verra plus mal enfourchu, sauf pour le pli bien entendu. Corrigeront comme de raison avec une femme. Bon, là, je suis absolument désolé. On est face à un problème technique auquel je n'ai jamais fait face. Je tiens à m'en excuser. Vous êtes aujourd'hui des cobayes. Moi-même, je suis un peu chamboulé dans mon organisation du travail. On va à nouveau s'essayer parce que M. Bergevin est bel et bien en ligne. Là, la dernière chose, si le test actuel ne fonctionne pas, je pense que je vais juste mettre mon téléphone dans le micro là, parce que je trouve ça bien dommage de ce qui se passe à l'heure actuelle. On avait une maudite bonne entrevue de préparer. Donc, je vais me réessayer, s'il vous plaît. Est-ce que M. Bergevin, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que ça fonctionne? Et là, si vous parlez, Donc, ça marche pas du tout. Hein? non, ça fonctionne pas. Oh! Monsieur? 1, 2. Oui. Oh! Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Là, maintenant? Oui. Ah, Colin. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis absolument désolé. On a fini par s'en sortir. Monsieur Bergevin, je suis absolument désolé. Colin Debine, mais merci beaucoup. Merci de votre patience. C'est très apprécié. Ben, ça me fait plaisir, M. Boucher. Donc là, avec un petit peu de retard, là, je suis absolument désolé, chers auditeurs et auditrices. Là, c'est la beauté de la radio sans filet, c'est-à-dire en direct. Alors, Monsieur Bergevin, on va couper court aux présentations. On va y aller directement. Dans le fond, j'ai parlé un petit peu de la Fédération des syndicats de l'enseignement là, en début d'émission, mais est-ce que vous voudriez un peu nous expliquer, là, parce que là, même, je me suis mélangé. Hey, c'est pas vraiment un syndicat, c'est une fédération de syndicats. Puis bon, tu sais, qu'est-ce que vous présidez une organisation qui fait quoi? En fait, la Fédération des syndicats de l'enseignement, ça représente toute une multitude, 34 syndicats locaux, dont fait partie le syndicat de l'enseignement de l'Estrie, qui représente les enseignants des centres de services scolaires des Hauts-Cantons, des Sommets de Sherbrooke, entre autres. OK. Et en fait, cette fédération-là, elle vient de la CEQ, qui était à l'origine, qui a été fondée par Laure Godreau dans la région de Charlevoix en 1936. Puis, l'objectif, c'était de rassembler les femmes qui enseignaient, principalement des femmes à ce moment-là, qui avaient des conditions de travail qui étaient affreuses et de les regrouper pour être capable justement de négocier avec les commissions scolaires à ce moment-là, qui sont devenues aujourd'hui les centres de services, pour améliorer les conditions de travail des enseignantes qu'il y avait là, un peu partout. Là, puis on se souvient des fameuses écoles de rang. Là, ouais. Elles ont été illustrées là, à la télévision à quelques reprises. On salue les filles de Caleb. Exactement, on salue les filles de Calèbre. Et ça a justement ça a permis justement à ces femmes-là de se regrouper, puis d'être plus fortes et d'être capables de changer leur quotidien, d'améliorer leurs conditions de travail. Tout ça, évidemment, ça s'est fait avec la transformation de la société québécoise, l'arrivée des écoles de façon plus large dans les années 60, 70. Dans les années 80, dans les années 70, il y a eu quelques batailles épiques avec le gouvernement pour justement être capable d'améliorer de façon significative. Et là, on parlait plus juste de femmes, mais évidemment des hommes qui faisaient partie des regroupements syndicaux aussi. Et donc, on a réussi à aller chercher des améliorations notables pour les enseignantes et les enseignants, des conditions de travail qui étaient substantielles. D'ailleurs, entre parenthèses, en passant, en 1985, le gouvernement avait adopté une loi pour justement donner un cadre
aux négociations dans le secteur public à la grandeur de la province. Et On ça, s'en rappelle. bientôt, oui. Puis cette année, en février, le gouvernement va amener un projet de loi pour la modifier, cette loi-là. Ça fait plus de 40 ans là, qu'elle existe, cette loi-là. Évidemment, elle est vieillotte un peu, elle mérite d'être améliorée, d'être modifiée. Et on verra vers où le gouvernement va faire ses choix, quel choix il fera là-dedans dans les modifications. Mais simplement pour le dire que dans l'historique, là, ça fait 40 ans qu'on a une loi sur la négociation dans le secteur public pour encadrer la façon dont ça se passe. Cette année, on va modifier ça. Donc, si je reviens à la CEQ, donc on était à la CEQ, la centrale de l'enseignement du Québec, et avec le temps, au début des années 2000, la centrale a changé un petit peu. Elle a élargi son rayon d'action. On avait avec nous aussi des infirmières, des gens de la santé et un petit peu plus large. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2000, la centrale s'est renouvelée, a changé de nom et s'est appelée la CSQ. Donc, la FSE que je préside est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec et donc, on représente 95 000 enseignantes et enseignants au Québec, en fait un peu plus de 60% là, des enseignantes et des enseignants du Québec. Vraiment intéressant. Puis permettez-moi un petit commentaire là, sur cette fameuse politique d'encadrement des négociations, comme quoi la ténacité, ça finit par payer. Souvent, les gens ont des impatients, puis on veut obtenir des résultats, puis 5 ans, c'est donc long terme. Tu sais, ben il y a un proverbe chinois qui dit le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Puis des fois, ça vaut la peine de se battre pour nos convictions, même si on voit pas nécessairement l'aboutissement là, dans un horizon moyen long terme. Permettez-moi une complémentaire, Monsieur Bergevin. Vous avez dressé un peu là, l'historique de la Fédération des syndicats. Vous représentez près du tiers, finalement, des enseignantes et des enseignants, mais ce que ça veut dire, c'est que... les 2 tiers, pardon. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un autre tiers qui est représenté par d'autres syndicats. Et... alors qu'évidemment, le gouvernement, lui, a une profession, enseignant-enseignante, et donc, lorsqu'il y a des conflits de travail ou des négociations, le gouvernement doit travailler avec plusieurs acteurs qui représentent la profession d'enseignante-enseignant. Et moi-même, je l'ai vécu comme parent lors de la dernière grande grève. Tu sais, on savait, on était-tu FAE, on l'était-tu pas, puis on était-tu en grève, puis on l'était-tu pas, bon, puis et autrement dit, la mobilisation a été inégale sur l'ensemble du territoire québécois. Est-ce que pour vous, ça a été quoi les conséquences pour la FSE? Est-ce que vous en aviez, est-ce qu'il y a eu des leçons à tirer de cette, et là, je dis pas que ça a été une mauvaise mobilisation. Ce que moi, j'ai constaté comme parent, c'est que c'était, tous les syndicats n'avaient pas, disons, la même intensité en matière de moyens de pression et autres, tu sais. Comment vous avez vécu ça? En fait, à la base, il y avait qu'une organisation syndicale qui représentait l'ensemble des enseignants. En 2006, il y a eu une séparation. Il y a un certain nombre de syndicats locaux qui se sont séparés pour créer la FAE. Okay. Lors de la dernière négociation, avant le début des grèves, là, l'ensemble des enseignantes et des enseignants du Québec avaient donné à leur organisation syndicale un mandat de grève générale illimitée. Un mandat qui pouvait aller jusqu'à la grève générale illimitée. Okay. Évidemment, il y avait la FAE qui faisait son travail et il y avait la FSE avec la CSQ, avec la CSN et avec la FTQ. Donc, le front commun qui travaillait à essayer de faire avancer la négociation. Les deux organisations ont choisi des stratégies qui sont différentes. Et donc, ça l'a amené à la FAE, on fait le choix de partir la grève à la fin du mois de novembre, la grève générale illimitée à la fin du mois de novembre. Nous, ce que nous avions fait comme stratégie, c'était d'amener des séquences de grève, donc plus petites, plus courtes, pour essayer de mettre de la pression graduelle sur le gouvernement, mais espérer aussi avoir un règlement avant d'avoir besoin d'envoyer tous nos membres en grève générale illimitée. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse que la mobilisation avait une intensité qui était différente. Les choix stratégiques des organisations ont amené à des gestes différents de grève. Mais nous avions en main un mandat de grève générale illimitée qui pouvait aller jusqu'à la grève générale illimitée. Nous avons fait le choix avant Noël d'aller avec des grèves de plus courte durée en se disant que si on n'est pas capable de régler rendu à Noël, puis il faut le savoir que dans la négociation dans le secteur public, il y a des moments où on règle habituellement. Noël,
juin. Ce sont Ouais. 2 moments où habituellement les négociations se règlent. Alors, On on veut avait fait la partir en stratégie vacances la de- tête tranquille. je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je sais que c'est comme ça. Et donc, nous, on avait fait le choix de mettre de la pression sur le gouvernement en espérant que cette pression-là soit suffisante pour qu'on soit capable de régler pour Noël, mais que si on ne réglait pas à Noël, bien qu'après, en janvier, on allait exercer notre mandat de grève générale illimitée. C'était un peu la stratégie qui avait été mise en place. On a réussi à régler avant d'avoir besoin de faire la grève générale illimitée. Mais je peux vous dire, pour avoir fait le tour de plusieurs lignes de piquetage pendant les moments de grève, pour avoir fait des manifestations assez importantes, à Sherbrooke, on a eu, selon l'avis des policiers et des journalistes qui couvraient nos manifestations, la plus grosse manifestation dans les rues, la plus grosse marche de manifestation dans les rues que chaque groupe était capable de se rappeler. Là. On a eu près de 10 000 personnes qui ont marché en front commun dans les rues de Sherbrooke pour signifier au gouvernement qu'il fallait qu'il donne des bonnes conditions de travail aux enseignantes et aux enseignants, entre autres, mais on était en front commun, donc avec plus largement, parce que il y a des enseignantes et des enseignants qui ont besoin de bonnes conditions de travail, mais il y a d'autres groupes aussi qui en avaient besoin. Alors, cette négociation-là, la mobilisation, elle était très intense et elle était soutenue par la base, par les gens. En octobre dernier, pardon, pas en octobre dernier, l'autre d'avant, avant les grèves, quand on a été chercher un mandat, on s'était rassemblés à la salle Maurice-Aubrédé, les enseignantes et les enseignants. Elle était pleine à craquer. J'ai eu à expliquer à nos collègues pourquoi on pensait que c'était une bonne idée de se donner un mandat de grève, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. On a eu une participation exceptionnelle. On a eu des prises de parole soutenant le mouvement de grève. On a eu un vote qui était exceptionnel aussi, là, très élevé. Un mouvement de grève générale limitée, là, c'est que les gens font le choix de se dire on va sortir en grève, puis on va rentrer quand on va être capable de dire qu'on a gagné. Ouais. Puis quand les gens font ça, c'est qu'ils acceptent de se priver de leur salaire. Je le rappelle à vos auditeurs, là. Non, mais vous de faites son bien. salaire, ça se peut que ce soit 3 jours, mais ça se peut que ce soit 2 semaines, ça se peut que ce soit 1 mois. C'est un geste qui est lourd de conséquences. Qui est grave. Et les enseignantes et les enseignants avaient fait ce choix-là de nous donner ce pouvoir-là de sortir en grève générale limitée. Alors, je suis pas prêt à dire que la mobilisation était pas élevée. La mobilisation était élevée à la grandeur du Québec, mais les organisations ont fait des choix stratégiques différents pour exercer cette pression-là sur le gouvernement. Permettez-moi simplement de spécifier que je tiens à m'excuser, j'ai comment dire, induit l'idée où vous étiez moins mobilisé. Là, c'était plutôt, on reste sur la différence des choix stratégiques par rapport à la mobilisation de vos membres puis à l'appui que vous en avez reçu pour déclencher avoir des mandats aussi forts que celui d'une grève illimitée. Là, ça, franchement, je vous salue puis j'ai jamais voulu insinuer là que c'était moins fort qu'à la FAE. D'ailleurs, je tiens à le spécifier, j'en rajoute sur l'idée à quel point c'est une décision qui est grave, alors que on l'a vu là dans d'autres négociations, il y a des syndicats qui ont été pour la grève illimitée et que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, le gouvernement les a laissés dans la rue et ils ont dû rentrer un peu penauds. Je vous jure que et ces gens-là avaient des fonds de grève et tout ça. Là. Donc, quand vous dites que c'est des choix graves que font les enseignants, vos membres, lorsqu'ils vous donnent un mandat de grève illimitée, je le souligne, c'est plus que vrai. Maintenant, il était 28 et 37, si vous voulez, Monsieur Bergevin. On va aller à la première pause musicale, puis ensuite on va enchaîner là avec la deuxième portion d'une entrevue là qui était un peu entrecoupée, mais je veux quand même là, il y a du matériel on ne peut plus intéressant qui s'en vient. On va notamment parler d'abord et avant tout des enseignants. Puis de ce que ça représente enseigner aujourd'hui, des défis qui sont liés à cette merveilleuse profession. Alors, restez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, on vous revient tout de suite après cette pause. Junior Maritime Québec. L'Océanique de Rimouski recevra le Phoenix de Sherbrooke vendredi le 31 janvier. Le match débutera à 19h. Le Phoenix de Sherbrooke allie vitesse, stratégie et adrénaline pure. Écoutez-les sur les ondes de CFLX 95.5 et Signe FM 96.7.
L'heure Saint-Michel, une émission produite par les étudiants du Centre Saint-Michel les dimanches de 21h à 22h. Des sujets variés, du rire, de la bonne humeur et de la musique pour vous divertir sur les ondes du 95.5 de 21h à 22h tous les dimanches. Soyez à l'écoute! Amateurs de rock et des styles musicaux qui s'y rattachent, ne manquez pas le Rock et ses racines. Le mercredi de 16h à 18h et en reprise le jeudi de 22h à minuit, c'est le Rock et ses racines. Animé par Patrice Desmarais, c'est pas pire pantoute, sur les ondes de CFLX, la vraie radio rock en Estrie. C'est pas pire pantoute, la radio de CFLX en Estrie. 95.5 FM. Quand on vous dit que les pauses publicitaires à CFLX sont très courtes, eh bien, c'est de ce dont on parle. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion qui, au cours de cette journée du 29 janvier, souligne la semaine des enseignantes et des enseignants avec Monsieur Richard Bergevin, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement affilié à la CSQ, qui est la centrale des syndicats de l'enseignement. Monsieur Bergevin, on va rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai le goût de vous en parler. Là. C'est un gros dossier. Là. La profession d'enseignement. Selon une étude menée en 2010 et qui semble toujours faire référence dans le domaine, on estime que 25 à 30% des nouvelles recrues, des nouveaux et nouvelles professeurs, quittent l'enseignement dès la première année. Hein, donc, une personne sur 4, là, dès la première année, se rend compte que c'est pas pour elle. Et on peut parler de véritable hécatombe, là, monte jusqu'à 50% après 5 ans. C'est du capital humain perdu, c'est des années de formation qui sont perdues. Bref, c'est une véritable tragédie pour l'État québécois. D'autant plus que, et là, on n'a pas eu le temps d'en parler, j'ai sauté une question là, sur la profession d'enseignant, puis à quel point elle devient de plus en plus centrale dans nos sociétés. Mais selon vous, quels gestes, M. Bergevin, peuvent raisonnablement être posés par l'État québécois pour que la société québécoise en général puisse redresser la barre, considérant l'importance de l'enseignement pour l'avenir général de notre nation? Évidemment, dans toute société, là, l'éducation, ça devrait être un élément qui soit prioritaire parce que malheureusement, ça donne pas des résultats à court terme, mais ça donne des résultats à long terme. C'est un investissement, l'éducation. Souvent, on le voit comme une dépense parce que ça occupe une grande partie du budget de la province, mais c'est un investissement qu'on fait à long terme sur nos enfants, à qui on donne les moyens de se trouver un bon emploi, évidemment, mais aussi de devenir des citoyens actifs dans la société, d'être capable de bien comprendre les enjeux qui se présentent à eux et d'avoir de la liberté. Parce que d'avoir une éducation, d'avoir une scolarité, d'avoir pris le temps de réfléchir et de comprendre la société, ça donne de la liberté. Alors, c'est un élément qui est important. Nos enseignantes et nos enseignants, depuis longtemps, on n'en prend pas suffisamment soin. On a longtemps vécu dans un système où il y avait beaucoup de prétendants au poste et peu de postes de disponibles. Alors, les centres de services et le gouvernement n'ont pas appris à prendre soin de leurs enseignantes et de leurs enseignants, ouais. Ce qui a eu pour effet que quand la vague de baby boomers ont commencé à quitter, on n'a pas vu suffisamment de gens pour les remplacer. Et là, on se retrouve dans la situation où on a une pénurie. Et cette pénurie-là, elle est marquée principalement par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui quittent parce que c'est trop difficile. L'insertion professionnelle est pas suffisante. Vous parliez de gestes. Quel geste? Un des premiers gestes, ça serait de s'assurer de soutenir les jeunes enseignantes et enseignants qui arrivent avec un programme d'insertion professionnelle qui soit à la hauteur de nos attentes. Évidemment, on a Est-ce le que, contexte où M. la tâche Bergevin, est... Oui? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer, quand vous parlez de cadre d'insertion professionnelle, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, une stratégie où chaque nouveau enseignant, chaque nouvelle enseignante bénéficie d'un mentor ou d'une mentor qui l'accompagne durant un certain temps donné ou des choses comme ça? Est-ce que c'est le genre de choses à laquelle vous pensez quand vous parlez de stratégie d'insertion professionnelle?
Oui, puis on le sait que nos profs d'expérience qui arrivent en fin de carrière, parfois la lourdeur de la tâche, l'intensité qu'on doit avoir en classe fait qu'à un moment donné, ils sont fatigués puis ils ont le goût de quitter. Mais pourquoi on n'essaie pas de trouver une façon de les garder un petit peu plus longtemps en leur donnant justement des responsabilités, des profs d'expérience qui ont vu neiger, qui ont beaucoup d'expérience dans une classe, aider, soutenir les plus jeunes qui arrivent. Ou ensuite, les plus jeunes qui arrivent, quand on leur donne des classes à 100% puis dire débrouillez-vous avec ça, là, on pourrait-tu penser à dire on leur demande de travailler à 80%, donc 4 jours sur 5 en classe, puis la cinquième journée peut être répartie différemment en termes de temps, là, mais la cinquième journée soit utilisée pour justement du mentorat, du soutien, de la formation continue, d'aider ces jeunes-là à rentrer dans un système qui est complexe, arriver avec des élèves, parce que quand on rentre dans une classe, là, c'est comme si un joueur de hockey arrivait puis embarquait sur le premier trio du Canadien de Montréal la première journée où il arrive dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas comme ça qu'on fait rentrer les jeunes. Les jeunes, on commence par souvent les faire jouer un peu dans la Ligue américaine, puis après ça, ils jouent sur le quatrième, puis sur le troisième trio, puis éventuellement, ils vont jouer sur le premier trio. En enseignement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On arrive en enseignement, puis on tombe sur le premier trio tout de suite. On a une classe pleine, on doit en prendre la pleine responsabilité et couvrir l'ensemble des besoins qu'il y a dans une classe. Et c'est là que ça devient lourd pour les plus jeunes qui arrivent dans nos milieux, c'est qu'ils n'ont pas encore développé tous leurs outils, ils n'ont pas fait leurs expériences et on leur demande de maîtriser l'ensemble des compétences qu'on demande à un enseignant. Donc, si on avait un mentor à côté qui était capable de les soutenir, puis l'enjeu, là, je vous le dis, c'est le temps. Le temps. Il faut être capable de s'assurer qu'on va donner du temps à ces jeunes-là pour être préparés, pour être soutenus, avoir quelqu'un proche qui est capable de le voir que quand le prof il sort de son cours à 3h30, 4h, là, il sort de sa classe, là, il y a la phase défaite, là, ben, il y a quelqu'un qui est capable de le soutenir, de voir que ça va pas bien, d'être capable de parler, d'échanger et de s'assurer que la prochaine journée, il va être capable de revenir avec le sourire dans sa classe. Alors, on a besoin d'aide pour nos profs, on a besoin d'être capable de donner présentement, là, même si je vous disais, on va diminuer les ratios dans les classes pour que les profs soient mieux. Vous le savez comme moi, avec la pénurie, ça serait difficile. Mais et on manque d'espace aussi. aussi. De l'espoir. On manque d'espace aussi. Il faut donner de l'espoir aux gens. Il faut se donner un défi. Puis c'est ça qu'on a demandé pendant la dernière négociation au gouvernement. On l'a pas obtenu, mais on continue à travailler là-dessus. C'est d'essayer de se dire, bon, ben, dans 4 ans, là, on serait-tu capable de commencer à baisser les ratios ou à diminuer ou avoir un peu plus de services, de soutien pour que on se donne 4 ans pour y arriver? Mais ça va donner de l'espoir à ceux qui sont en place actuellement. Ça va donner de l'espoir aux plus jeunes qui ont le goût de venir en enseignement mais qui hésitent parce qu'ils se disent la tâche est lourde. Ben là, si on avait de l'espoir, si dans 4 ans, dans 5 ans, on se donnait le défi d'améliorer de façon significative la tâche des enseignants pour qu'ils soient capables d'offrir un service de qualité et surtout d'être capables de performer dans leur classe. On ne dit pas souvent en enseignement ce mot-là, performer, mais on a des gens, des compteurs, des gens qui ont des capacités pédagogiques exceptionnelles, mais on les met pas dans un contexte où ils sont capables de les exploiter, où ils sont capables d'offrir à la population ce qu'ils sont capables de donner. Faut attirer nos jeunes en leur disant, nous, on va vous offrir des conditions qui vont vous permettre d'être bons dans votre classe, d'être capable de soutenir les élèves, puis oui, d'en prendre sur les 25 qui sont devant vous, là, il y en a 4-5 qui seraient en échec, d'être capable de les faire réussir à la fin de l'année parce que vous allez avoir eu les conditions nécessaires pour être capable de performer dans votre classe comme enseignante et enseignant. Il me semble que ça serait un beau message à lancer à l'ensemble de la province, aux parents, aux enfants, pour être capable d'améliorer notre système d'éducation. Puis quand le ministre dit qu'il faut changer le narratif, faut arrêter d'être négatif, là, ben c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut offrir quelque chose. Faut pas juste changer les mots, il faut changer les réalités. Il faut donner de l'espoir aux gens, faut amener des changements structurels qui vont permettre justement de dire aux jeunes là, du cégep, hey, j'ai le goût de m'inscrire en éducation, moi, à l'université, puis j'ai le goût d'aller faire la différence dans la vie des plus jeunes. C'est parce que c'est un beau métier, c'est une belle profession. Si vous saviez comment c'est enrichissant de se retrouver dans une classe avec des ados, avec des enfants, avec des adultes aussi, puis de les faire progresser, de les faire cheminer, de les faire avancer pour que ça aille mieux. C'est très enrichissant personnellement, mais il faut qu'on se donne les conditions.
C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, de le voir sur 4 ans, 5 ans, M. Bergevin, c'est bon, peut-être que vous parlez d'espoir, mais l'espoir, elle est donnée immédiatement, alors que sur un plan de 4 à 5 ans, ben les jeunes qui s'inscrivent aujourd'hui, qui réfléchissent à l'idée de s'inscrire au baccalauréat de 4 ans à l'université en pédagogie, ben tabarouette, eux, quand ils arriveraient sur le marché du travail, ben ce défi-là serait déjà relevé. Donc, franchement, qu'on peut penser que 4-5 ans, c'est long, mais ça arrive beaucoup plus vite qu'on pense. Alors, je salue votre vision. Et puis là, la prochaine question, je vais faire un lien un peu avec ce que vous aviez dit, tu sais, en matière de priorité. Tu sais, l'éducation devrait être une priorité nationale au Québec. Évidemment, plus que d'accord, c'est d'ailleurs l'éducation qui a sorti la nation de québécoise de la pauvreté, puis un peu de l'indolence qu'elle subissait. Écoutez, il n'y a pas 50 à 60 ans, là. Je veux dire, ma mère est dans une famille où l'aîné a eu l'ancien système scolaire avec les écoles de rang et les plus jeunes ont fréquenté le cégep, là. T'sais. Fait que dans la famille de ma mère, il y a cette révolution-là. Et franchement, c'est ce qui a permis à cette génération de faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une société pleinement développée qui n'a rien à envier à aucun autre pays que l'on dit développé. Et là, j'arrive à la priorité. En rédigeant les questions, M. Bergevin, je me suis aperçu qu'il n'y a pas un parti politique qui n'a pas pu se faire à croire que l'éducation, c'est sa priorité. Pourquoi? Parce que tous les différents gouvernements au cours des dernières décennies, les différentes couleurs de gouvernement ont adopté d'importantes réformes. Hein? Le gouvernement actuel, celui issu de la coalition Avenir Québec, a par exemple aboli les commissions scolaires pour les remplacer par autre chose qui est à peu près pareil, mais bon, quand même. Grande réforme de la gouvernance scolaire où notamment on a aboli la question des élus scolaires. Le gouvernement libéral de Jean Charest, lui, avait implanté l'enseignement de l'anglais dès le primaire, qui a eu un impact évidemment sur le cursus pédagogique qu'on transmet à nos citoyens, nos citoyennes en devenir. Et évidemment, le gouvernement du Parti québécois, on recule avant avec la réforme Marois qui était axée sur les projets, moins les apprentissages, bon machin, je résume vite évidemment. Bref, il y a toujours eu de grandes réformes apportées par les différents gouvernements, mais c'est pas comme si on a l'impression que ça allait beaucoup mieux qu'il y a 40 ans. Tu sais, est-ce qu'on doit en conclure, Monsieur Bergevin, que à un moment donné, c'est peut-être moins une question de structure, de philosophie pédagogique que de moyens financiers et donc humains pour régler le cas de l'école? Oui, en fait, je vais l'amener sur 2 temps. Il y a toutes les réformes qui sont arrivées, puis tout le monde qui se croit trouve important de dire aux enseignantes et aux enseignants comment faire leur travail dans leur classe. Sans être eux-mêmes enseignants et enseignantes. Non, exactement. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent, ben moi je suis allé à l'école, donc je sais comment ça se passe. Mais la plupart des gens ont été assis devant un enseignant, ils n'ont jamais été de l'autre côté, devant la classe, dans le bureau, avec les programmes, avec toutes les contraintes qu'une enseignante et un enseignant vit pour être capable de passer sa matière, de faire des apprentissages. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent experts de l'enseignement et pourtant nous amènent toutes sortes de réformes. Puis, on le voit, ces réformes-là ne donnent pas de résultats, les résultats escomptés à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on s'imagine que d'amener des mesures mur à mur à la grandeur de la province, dans toutes les classes, ça va donner des résultats. La réalité, c'est que il n'y a pas 2 classes pareilles, il n'y a pas 2 groupes d'élèves pareils, il n'y a pas 2 milieux qui sont pareils. Alors, ce qu'il faut, c'est donner des outils et des moyens aux enseignantes et aux enseignants, leur donner la chance d'avoir du perfectionnement, de la formation et leur donner l'autonomie nécessaire pour être capable de justement composer avec toutes les variables qui peuvent vivre dans leur classe, puis être capable de travailler et d'amener les élèves à la réussite. Donc ça, c'est un premier point sur les réformes. Là. Souvent, on travaille très, très fort pour faire plein de réformes, mais dans la réalité, là, donnons des moyens aux enseignantes et aux enseignants. On a plus de chances que ça donne des réussites parce que c'est eux qui sont les plus proches des élèves. L'autre aspect, par exemple, sur lequel il y a eu des changements, mais pas tant que ça à travers les années. Vous savez, ça fait depuis 92, vous l'avez dit, que je suis dans le monde de l'enseignement. J'ai vécu les années 90, les années 2000, les années 2010, puis là, on est dans les années 2020.
On les a vus, les transformations financières. Moi, j'ai la chance d'être un prof de sciences. J'ai eu à un moment donné, puis vous savez, les départements de sciences, il y a beaucoup de matériel à gérer. Donc, on les a vus, les variations des budgets des différents départements. J'ai vu en 3-4 ans, dans les années 90, quand on a passé la loi sur le déficit zéro, les budgets fondre de façon significative. Les vieux enseignants, là, les enseignants d'expérience qui ont quitté le monde de l'enseignement pour être capable de faire baisser les coûts du système d'éducation. Puis ensuite, on est arrivé dans les années 2000. Au début des années 2000, gestion axée sur les résultats. On travaille beaucoup avec ça dans le monde de l'éducation. Ça a été amené par le ministre de l'Éducation du début des années 2000, Monsieur François Legault. Ouais, exactement, qui voulait lier aussi là, les financements aux universités par les taux de diplomation, puis c'est ça. Gestion là. axée sur les résultats. Ouais. Ça, c'est des types de gestion qui amènent beaucoup de difficultés parce que nos milieux, je l'ai dit tout à l'heure, nos milieux sont très différents. Un milieu défavorisé ne peut pas espérer avoir un taux de diplomation comme un milieu favorisé. C'est différent. Les écoles privées, les écoles publiques, il y a beaucoup de ségrégation dans notre système scolaire. On a parlé du système à 3 vitesses. Donc, la gestion axée sur les résultats amène les gouvernements à fixer des cibles, mais malheureusement, souvent, ils ne donnent pas les moyens aux écoles et aux enseignantes et aux enseignants pour atteindre ces cibles-là. Ils fixent des cibles et ils disent réussissez-les, atteignez-les. Puis on peut le voir là, présentement là, pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Là. Notre ministre de l'Éducation a fixé une cible de 75% pour des projets pédagogiques particuliers. Ce que ça veut dire, c'est qu'il souhaite que pour le mois d'août 2026, donc pas août prochain, mais l'autre d'après, 75% des élèves au Québec soient inscrits dans un projet pédagogique particulier, qu'on appelle souvent à Sherbrooke là, des vocations ou des concentrations sport-études, santé globale, musique, sciences, etc. Il n'y a pas de mauvaise chose en soi. Présentement, au Québec, on est à peu près à 43% des élèves qui sont dans ces vocations-là ou ces concentrations-là. Le gouvernement est en train de mettre de la pression sur les écoles et les écoles secondaires principalement pour qu'ils développent des projets pédagogiques particuliers qui coupent dans le temps d'enseignement parce que c'est ça que ça veut dire, qu'on essaie qu'on demande aux profs de complexifier leurs tâches parce que là, ils vont se retrouver avec des groupes de plus. En tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais complexifier la tâche des enseignants. On va leur demander de produire des nouveaux projets pédagogiques en même temps qu'on est dans un contexte où on coupe de l'argent partout. On a coupé 400 millions dans l'entretien des bâtiments, on a coupé 200 millions dans les services aux élèves en décembre passé. Sans que ça ait de conséquences sur le service, évidemment. Hein. Le gouvernement nous dit que ça n'aura pas de conséquences sur le service, là, mais je vous le dis, il n'y a pas de coupures qui n'ont pas de conséquences sur le service. Je voyais récemment une école au Québec où on renouvelait pas le poste du concierge parce qu'on n'avait pas le droit de le renouveler parce que c'était pas un service direct à l'élève. On va faire quoi avec l'école s'il n'y a pas de concierge dedans? Parce qu'il y a des écoles primaires qui ont juste un concierge. Les écoles secondaires, des fois, on peut compenser parce qu'il y a quelques personnes. Mais s'il y a un seul concierge, on fait quoi? Il y aura plus de mop qui va se passer pendant un mois de temps dans l'école. En tout cas. On va le demander au professeur, sur l'heure du dîner, par exemple, là, prendre 10 minutes de moins pour manger puis aller faire les toilettes, là. Souvent, c'est ça c'est ça la réponse. Malheureusement, c'est réaliste ce que vous dites. Ouais. Mais on se retrouve dans un Oui, c'est décourageant aussi. Mais on se retrouve dans un contexte où on a un système qui marche avec une canne, puis on lui demande, puis le ministre est en train de nous demander de courir. Mais c'est pas facile de courir quand on marche avec une canne. On a plusieurs problèmes, les bâtiments, la pénurie de personnel, le nombre de locaux, et on nous demande, on ajoute de la pression. C'est ça la gestion axée sur les résultats. On fixe une cible, puis on dit atteignez-les, peu importe si vous avez les moyens ou pas. Ça met de la pression sur les enseignantes et les enseignants. Et souvent, ce que ça finit par faire, c'est que ça donne une perte de sens quand on est dans notre milieu de travail. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs de vos auditeurs qui pourront faire des parallèles avec leur emploi. Quand un patron nous demande d'atteindre des objectifs qui sont irréalisables, c'est impossible. Au début, on essaie d'y atteindre, on essaie de trouver la façon de faire, mais à un moment donné, on se décourage. Puis nous, on travaille pas avec des boîtes de conserve, on travaille avec des enfants. Quand on a dans notre classe 25 élèves, il y en a 10 qui ont un plan d'intervention. Dans les 10 qui ont un plan d'intervention, individuellement, si le prof les avait là, 1 à 1, il serait capable d'amener l'élève à la réussite à la fin de l'année. Mais parce qu'il y en a 10
il est pas capable de donner suffisamment de temps à chacun pour être capable de le faire réussir, l'amener à la réussite. Alors, souvent, ça amène... Au début, les profs, ils essayent de le faire. Là. Ils se démènent, ils essayent de trouver les solutions, ils essayent de trouver le temps, mais finalement, ou bien ils s'épuisent puis ils tombent en invalidité, ou bien ils se découragent, puis là, à un moment donné, leur emploi a plus de sens. Leur job a plus de sens parce qu'ils sont pas capables de s'imaginer qu'ils vont laisser un enfant souffrir parce qu'il y a de la difficulté à lire, parce qu'il y a de la difficulté à compter, parce qu'il progresse pas dans ses apprentissages. Ils vont le laisser en souffrance en sachant très bien ce que ça veut dire dans notre société, pas être capable de lire ou pas être capable de bien lire, pas être capable de bien compter, pas être capable de progresser, de suivre la séquence des autres enfants. Ça devient difficile et donc ça amène du découragement et souvent ça amène de quitter leur emploi. Vous savez, au Québec présentement, des gens qui ont un brevet et qui sont en âge de travailler, il y en a 17 000 qui ne sont pas dans le milieu de l'éducation. Pourquoi il y a 17 000 personnes qui ont un brevet, là? Ça veut dire ça, qui ont fait des cours universitaires là, pour atteindre ce niveau-là, pour avoir leur brevet. Il y a 17 000 personnes qui ont un brevet et qui ne sont pas dans nos écoles. Et si ces 17 personnes-là, demain matin, décidaient de rentrer dans nos écoles pour venir donner un coup de main, là, on réglerait d'un coup la pénurie d'enseignantes et d'enseignants au Québec. Il n'y en aurait plus de pénurie. C'est très questionnant. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça la situation? C'est parce que les milieux de travail qu'on offre à ces gens-là ne leur permet pas de faire leur travail. Ils ont perdu le sens de ce qu'ils voulaient faire au départ. Jamais... je me disais, terminez là, parce que vous venez de mettre la table à ma question. Je veux la poser tellement la table est bien mise, mais je vous laisse conclure. J'arrive. Mais juste pour conclure, c'est qu'il y a une situation qui fait que c'est comme ça et il faut trouver les solutions. Il faut que ce gouvernement-là se mette au travail et trouve des solutions et on est prêt à y travailler pour trouver des solutions, pour trouver les bonnes conditions qui vont permettre à ces gens-là de revenir dans nos milieux. Je disais que vous aviez bien mis la table à ma prochaine et probablement dernière question, puisque c'est une question qui mérite une réponse de qualité comme vous l'avez fait depuis le début. Là, au fil des décennies, le regard qu'a porté la société québécoise envers le milieu éducatif a changé. On a de plus en plus tendance à exiger de la part du système scolaire ce qui auparavant était assumé par les familles. Je prends par exemple la construction d'un système de valeurs pertinent chez l'enfant. Je rappelle que l'école, elle est là pour enseigner, pour transmettre des connaissances mathématiques, mais est-ce qu'elle est là pour enseigner, par exemple, l'importance du partage, de la générosité, de l'humilité? Pas sûr. En tout cas, bref. Et puis évidemment, vous avez un autre exemple où je me souviens plein de bonnes intentions, mais à un moment donné, on a réfléchi à l'idée de demander à l'école de superviser le brossage des dents des enfants. Une proposition qui a pas nécessairement passé la rampe, là, mettons. Reste un questionnement, Monsieur Bergevin. Est-ce qu'on en demande trop au système scolaire québécois? Est-ce qu'une partie des difficultés rencontrées actuellement par le système scolaire n'est pas due au fait que les enseignantes et les enseignants doivent assumer de plus en plus de responsabilités, outre celle d'enseigner? Le brossage des dents était un très bel exemple. Le brossage des dents, est-ce que l'école devrait apprendre aux enfants à se brosser les dents? En fait, d'avoir une hygiéniste dentaire qui passe une fois ou deux fois durant l'année pour venir expliquer aux enfants comment bien se brosser les dents, ça, c'est le rôle de l'école. Ça fait partie du rôle de l'école. Ça peut faire partie du rôle de l'école. Est-ce que les parents ont une responsabilité là-dedans? Évidemment. Mais d'avoir des spécialistes qui viennent leur montrer, leur enseigner comment bien faire les choses, c'est parfait. Tout est correct. De demander aux enseignantes et aux enseignants de superviser le brossage des dents à tous les jours de leurs 25 élèves, ça, ce n'est pas normal. C'est là la différence entre les deux. Que les enseignantes et les enseignants n'ont pas à faire ce travail-là. Ça appartient à la maison, aux parents de s'assurer que les enfants se brossent bien les dents. Ça appartient à l'école de leur offrir un espace où ils sont capables de le faire. Un espace qui est propre, là, des lavabos, etc., pour qu'ils puissent se brosser les dents. Mais ça appartient pas à l'école, à l'enseignant de superviser le brossage de dents. Et c'est là qu'on voit qu'avec le temps, le fait que les enfants sont tous regroupés dans un même lieu, l'école, on a essayé d'insérer plein de programmes qui sont plus de nature des services sociaux ou de santé que de l'école. De l'enseignement.
l'enseignement, l'école et l'enseignement, c'est essentiellement notre mission là, c'est instruire, socialiser et qualifier. C'est ça notre mission et on devrait revenir recentrer l'action des enseignantes et des enseignants sur ce modèle-là. Instruire, socialiser. Socialiser, pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas à la maison la possibilité, en général, de vivre avec 10, 12, 15, 20 autres enfants de leur âge. À l'école, ils ont cette occasion-là de justement vivre avec d'autres jeunes de leur âge, puis en grand groupe. Ça fait partie de l'aspect socialisé qu'on doit faire. Puis qualifier, les amener évidemment à la réussite à la fin, les amener à une diplomation, les faire progresser vers le cégep, vers l'université. Ça fait partie de notre mandat, de notre mission. Mais quand on amène trop d'autres éléments autour, puis là, je ramène encore mon dossier des projets pédagogiques particuliers, là, mais justement, quand on exige que les milieux créent des projets pédagogiques particuliers, quand on diminue le temps d'enseignement, le temps d'enseignement, ça nuit pas à la réussite des élèves, ça améliore la réussite des élèves. C'est du temps de qualité que l'on peut prendre avec nos élèves. Si on nous coupe le temps d'enseignement, ce que ça veut dire, c'est que le prof, au lieu de, enseigner la grammaire, là, c'est un peu plate. Mais enseigner la grammaire, quand on est capable de la mettre dans un contexte où on a une activité spéciale, où on a un livre intéressant à lire, où on a une histoire à raconter, les enfants vont aimer ça. Mais si on retire tout le temps d'enseignement, on enlève tellement de temps d'enseignement que les enseignants, il leur reste juste le temps d'enseigner la règle de grammaire. Ben oui, le français, ça devient plate dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il faut avoir du temps. Puis en sciences, nous, on le voit, quand en sciences, on nous coupe du temps d'enseignement, qu'est-ce qu'on fait? Les premières choses qu'on coupe, c'est les laboratoires qui prennent trop de temps. Et pourtant, ces laboratoires-là, c'est souvent là qu'on va aller chercher des élèves qui sont moins motivés par la théorie, mais qui aiment ça bouger, qui aiment ça fabriquer, qui aiment ça manipuler. On va aller chercher l'intérêt, puis ensuite, on va être capable de les intéresser à la théorie parce qu'ils ont vu ce que ça donnait au niveau des manipulations. Alors, l'école, c'est pas une classe, puis le temps d'enseignement, c'est pas juste dire on enseigne des affaires plates, puis après ça, on s'en va s'amuser à faire du sport. Il faut que ça devienne intéressant de faire des sciences, intéressant de faire du français, intéressant de faire de l'anglais, intéressant de faire des mathématiques. Toutes ces matières-là, puis là, évidemment, je les nomme pas toutes, là, mais toutes ces matières-là sont intéressantes si on nous donne, à nous, les enseignantes et les enseignants, le temps de la rendre intéressante. Et là, et souvent, malheureusement, on essaye d'enlever du temps d'enseignement pour rajouter d'autres choses. L'école, on peut faire du sport à l'école, on est d'accord avec ça. On peut faire de la musique, on peut faire des arts, on peut faire du théâtre, mais il faut pas qu'on coupe dans le temps d'enseignement. Il faut qu'on trouve des façons de faire pour être capable de justement donner de l'intérêt aux enfants sans être obligé de couper dans le temps qui est si précieux pour aider les élèves, puis aider surtout les élèves qui ont de la difficulté de les faire avancer plus loin. Monsieur Bergevin, souvent on me qualifie d'homme passionné, de militant, mais franchement aujourd'hui, vous avez tenu la dragée haute en matière de passion. Ça s'entend non seulement, j'entends votre passion et votre dévotion envers les élèves, mais manifestement aussi envers le métier, la profession d'enseignante et d'enseignant. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de l'invitation, M. Boucher. Ça a été un plaisir. Écoutez, franchement, on était très heureux. Je tiens à m'excuser encore une fois là, pour les petits problèmes techniques là, qu'on a connus en cours d'émission, mais au final, on a quand même réussi à passer le message sur l'importance de la profession d'enseignant, d'enseignante. Et d'ailleurs, chers auditrices et auditeurs, là, si parmi vous, il y a des parents là, qui allons à des rencontres de parents avec vos élèves, là, commencez donc par remercier l'enseignant de son excellent travail auprès de votre enfant. Je pense que ça va leur faire une petite fleur. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Bergevin? Je pense que c'est important présentement au Québec de prendre soin de nos enseignantes et de nos enseignants. On n'en a pas suffisamment. Il faut donner le goût aux plus jeunes de rentrer dans la profession. Il faut donner le goût aussi aux plus expérimentés de rester quelques années de plus pour être capable de justement soutenir. Puis ceux qui sont en milieu de carrière, là, d'être capable de leur donner les conditions pour qu'ils soient capables de rester longtemps en enseignement parce que c'est une profession qui est passionnante, mais il faut avoir les moyens. Puis oui, il faut prendre soin de nos enseignants, c'est important. Quelle conclusion. Je vous laisse le dernier mot. Merci beaucoup à tous et toutes, chers auditeurs et auditrices, et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Merci, M. Boucher. Merci à vous.